Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Lab Quark, l'émission qui se propose de décortiquer l'impact de l'innovation et notamment de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. L'épisode du jour est consacré à la révolution de l'apprentissage chez Skillogs. Et pour ce faire, nous avons un invité de choix, puisque Stanislas Banazuc est avec moi aujourd'hui. Bonjour Stanislas. Bonjour Tania. Est-ce que tu peux peut-être te présenter ? Bien sûr, donc, je suis Stanislas Banazuc, le CEO de Skillogs. Donc j'accompagne toutes les activités, le développement de cette entreprise, donc une EdTech dans la formation professionnelle et plus précisément sur les CFA et l'alternance. On essaye justement de faire un petit peu d'innovation pédagogique et d'avoir des offres adaptées à différents contextes d'apprentissage et de formation. On y reviendra, je pense. Tout à fait. Donc Skillogs qui est une plateforme tout en un pour transformer la formation professionnelle. Exactement. En fait, là où Skillogs est à l'origine une entreprise très techno, on a nos outils, nos plateformes qu'on a développées, notre LMS en l'occurrence, une application mobile plus récemment, ainsi que d'autres fonctionnalités qui permettent d'accompagner le déploiement de dispositifs de formation donc hybrides, voire complètement digitaux. Mais ce qui nous caractérise, c'est aussi une expertise sur les contenus, une vraie expertise d'ingénierie pédagogique. Et donc ça peut se traduire dans des contenus qu'on propose, mais aussi dans des accompagnements et de la montée en compétences qu'on peut proposer chez nos clients également. D'accord, on va pouvoir y revenir un petit peu plus en détail par la suite. Je vais te proposer une série d'affirmations et j'aimerais avoir ton positionnement, ton ressenti par rapport à ces phrases-là. Et nous pourrons aussi par la suite développer davantage la substantifique moelle de tes réponses. Donc, nous commençons en 2024. Un LMS suffit pour gérer efficacement sa stratégie de transformation digitale. Faux. Parce que c'est une brique, en définitive. Donc, se dire on prend un LMS vide sans rien et magiquement on aura des dispositifs hybrides, si c'est le sens de la question, faux. D'accord, très bien. Les KPIs de formation sont uniquement basés sur le taux de complétion. Faux. Alors ça c'est une très bonne question, mais sont des KPI, en fait c'est un peu de se demander pourquoi, quelle est la nature aussi de ce qu'on offre en tant même qu'école en définitive. La complétion c'est une chose, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail d'un point de vue temps pédagogique. Un KPI par exemple, à titre d'exemple, un KPI intéressant c'est plutôt l'employabilité et le placement des étudiants diplômés, plus exactement des alumni, dans des postes qui correspondent à leurs aspirations lorsqu'ils commencent cette formation. Donc simplement parler de taux de complétion c'est un peu limité. Tout à fait, je serais très curieuse de savoir comment vous parvenez à obtenir ce type de KPI justement. Une autre affirmation si ça te va, les régulations freinent l'innovation dans la formation. Faux. Contrainte est mère de créativité. C'est pas à qui que ce soit d'autre qu'au législateur de définir les règles, y compris dans notre industrie. Donc non, je ne vois pas de barrière réglementaire qui aujourd'hui grève l'innovation en ingénierie pédagogique. En tout cas, je ne vois pas. D'accord. Et dernière affirmation, le micro-learning sera la norme d'ici 5 ans. Oui, vrai. Ouais. Pas pour tout, mais ce sera quelque chose de largement plus développé, je pense, pour plein de raisons. D'accord, très bien. Eh bien, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu justement sur ta plateforme Skillogs et qu'on puisse aborder la différence entre le LMS et le LCMS. Déjà, peut-être définir l'un et l'autre. Tout à fait. Déjà, la réponse évidente, la différence entre LMS et LCMS, c'est C. Donc, c'est pour les contenus. LMS, donc c'est Learning Management System. Donc, c'est quelque chose qui permet d'accueillir, finalement, d'héberger plus exactement, et de distribuer des formations. Un LCMS, en définitive, c'est quelque chose qui va aussi permettre de créer vraiment les contenus à l'intérieur. Donc, on va parler d'outils auteurs, en définitive. Mais aussi, en tout cas, dans notre cas chez Skillogs, c'est surtout que là où un LMS peut se positionner en disant on va faire, encore une fois, hébergement et déploiement de contenus de formation que vous avez par ailleurs, nous, on va venir proposer des contenus avec le LMS. Voilà. Donc, en définitive, c'est un LMS avec des programmes qui sont pré-populés, si je puis dire, par essence, by design, dans la plateforme. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi justement de faire le pari du LCMS chez Skillogs ? Alors, pour nous, c'est déjà venu d'une analyse et d'une rencontre avec les besoins de nos clients. En l'occurrence, je le disais, on est plutôt spécialisé historiquement, même si là, on fait d'autres projets maintenant, mais historiquement, on a beaucoup travaillé avec des CFA. Donc, pour le coup, on parlait de réglementaire aussi tout à l'heure. Les CFA sont un petit peu propres dans la mesure où ils doivent être assez...
ils doivent coller en fait au référentiel de certification encore plus, on va dire, peut-être que d'autres écoles, parce que dans le cas des apprentissages, de l'apprentissage, il y a aussi la dimension de l'entreprise où l'apprenti travaille. Et donc, il y a une convention qui fait que techniquement, avant même techniquement d'être un apprenant, c'est un salarié, l'apprenti. Donc, ça veut dire que l'entreprise, ne serait-ce, a un droit de regard sur la pédagogie, enfin, ce qu'apprend finalement l'apprenti au sein de l'école. Parce que c'est un peu l'entreprise qui paye quand même. Donc, bien sûr. Donc, du coup, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit, on va faciliter, on part toujours un petit peu de ça, c'est comment on facilite la vie de nos clients dans leur travail quotidien. Réponse, en leur proposant aussi des contenus qui collent déjà au référentiel de certification des diplômes qu'ils déploient chez eux finalement. Donc, bien sûr, on a nos fonctionnalités, un petit peu de gamification, de suivi, tout ce qu'on peut retrouver dans un LMS classique, on peut le détailler. Mais ce qui est un petit peu singulier, c'est un petit travail toujours de cadrage et de matching, comme on le dit, donc voilà, de mise en cohérence entre les demandes en termes vraiment de contenu, de sujets, de thématiques à aborder dans la formation et ce que nous, on peut avoir par catalogue ou ce que des partenaires à nous, parce qu'on ne produit pas tous nos contenus, voire même on a plutôt tendance à faire confiance à des partenaires qui produisent des contenus. Nous, en revanche, notre travail, c'est de dire tel contenu, tel module de formation, il correspond à l'acquisition de telle compétence pour tel niveau, un BTS par exemple. Oui, d'accord. Donc là où un LMS peut mettre en avant des fonctionnalités vraiment d'expérience apprenant, sans trop rentrer dans le détail des thématiques, d'être un petit peu agnostique dans les parcours qui sont hébergés dessus, nous, on va faire ce petit travail en plus peut-être, de dire, vu vos apprenants, vu comment vous évoluez, on va exploiter les fonctionnalités de notre LMS dans ce programme avec tel type de contenu. Ça fait partie un peu intégrante de l'offre. C'est pour ça qu'on se présente vraiment comme un LCMS, dans la mesure où Skilogs en LMS simple, ça peut se faire. Mais là où on a vraiment quelque chose de différenciant, c'est sur cette petite mécanique-là en plus, donc de travail de contenu, d'où le C de LCMS en définitive. Voilà. Et justement, par rapport à ces recommandations pédagogiques qui sont faites, aujourd'hui, quelle est la place de l'intelligence artificielle ? Déjà, la place de l'intelligence artificielle sont beaucoup de questions aujourd'hui. C'est quelque chose qui interpelle tout le monde. Alors, je pense que ça concerne toutes les industries. Voilà, on ne va pas refaire le match de l'arrivée de ChatGPT, révolution copernicienne, etc. Mais dans le cas de la formation, ça pose beaucoup de questions à tout le monde. Étudiants, formateurs, même gestionnaires d'école. On peut en prendre quelques-uns. Souvent, la réflexion, les questions sur l'IA partent du formateur qui dit je leur ai donné un travail à la maison par exemple, comment je sais qu'ils n'ont pas répondu avec ChatGPT. Donc en fait, on est rentré là-dedans dans la pédagogie, on est beaucoup rentré là-dedans par la triche en fait, le contrôle du plagiat, comment je sais que c'est vraiment l'étudiant qui l'a fait, etc. Ensuite, comme dans tous les autres, dans virtuellement toutes les industries, si vous me demandez mon avis, l'IA, on se demande comment elle peut nous aider à aller plus vite faire ce que l'on sait déjà faire. Donc ça va être, pour les ingénieurs pédagogiques qui nous regardent, c'est la rédaction des scripts, aller sourcer éventuellement des contenus complémentaires en curation de contenu. Enfin, il y a beaucoup de sujets où on se dit, la génération d'images, de vidéos évidemment. Le batching aussi, dont tu parlais précédemment. Ou le matching, tout à fait. Enfin, voilà, encore une fois, virtuellement, des agents LLM, ils sont capables de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc nous déjà, comme on est positionné aussi EdTech, donc qui dit tech ou EdTech, dit un peu innovation, et donc c'est un petit peu aussi, non pas notre devoir, mais ce qu'on offre aussi à nos clients, c'est une petite fenêtre et notre propre analyse sur les tendances technologiques ou d'usage, notamment l'IA, le dernier grosse techno en date, on va dire, très tendance en ce moment. Donc, ils nous demandent aussi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en faites, etc. Donc, forcément, on a un peu une fonction de veille pédagogique aussi, mais induite. Oui. Donc, déjà, ils viennent un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va contrôler que les étudiants ont vraiment fait ce qu'ils sont censés avoir fait eux-mêmes, en définitive? Donc, un peu un côté, on est dans nos usages, on va dire, passés, là, pour le coup. C'est plus l'avenir, l'IA, c'est le présent, c'est peut-être même un peu le passé, d'ailleurs. Donc, ils disent comment on s'adapte sur le plagiat. Puis après, ils se posent la question de comment on va mettre à jour nos cours aussi, finalement. Parce que là, avec toutes ces nouvelles technologies qui sont en train de percoler là, dans tous les secteurs, il faut qu'ils apprennent aussi à leurs étudiants d'être à l'aise avec ces IA, outils qui ont débarqué il y a 2 ans pour eux aussi. Donc, leurs étudiants leur posent aussi des questions, décorrélées de la triche, tout ça, leur posent aussi des questions sur l'impact que ça va avoir sur les métiers auxquels ils sont en train de se faire former.
Les formateurs ne sont pas toujours à l'aise pour répondre à ça parce qu'il manque tout simplement d'éléments de recul là-dessus. Donc on peut essayer aussi d'apporter des réponses là-dessus, mais bon, ça c'est plus au corps pédagogique de connaître, de savoir comment ça va impacter leurs industries respectives pour le coup. Nous, dans le cas de Skilogs, on a d'abord utilisé l'IA, si on descend donc, dans le côté plus notre entreprise. D'abord, l'IA, on l'a regardé quand elle est arrivée, ChatGPT, on a un peu essayé comme tout le monde. On a utilisé et on utilise encore aujourd'hui l'IA dans pas mal de nos processus, on va dire, usuels d'entreprise, donc que ce soit pour notre communication, pour notre production, pour même, un usage, on va dire, interne de l'IA. C'est l'IA dans nos process plutôt que l'IA comme un service. Et c'est intéressant, tu pourrais nous donner des exemples de cas concrets, justement, d'usage chez vous ? Oui, tout à fait. Le cas concret le plus évident, ça va être pour, je le disais, là, notamment la communication LinkedIn, ne serait-ce, plutôt que de réfléchir à tous nos posts, etc. On va commencer à les générer. Alors après, ça on peut l'évacuer aussi. L'IA, ça ne fait jamais tout seul. Hein. C'est une très bonne introduction à quoi que ce soit, mais il faut toujours de l'humain. Donc nous, typiquement, nos posts LinkedIn de communication ou autres, on va d'abord essayer de les générer avec ChatGPT. Là, on a des prompts. Et puis ensuite, on les affine et puis on fait quelque chose qui nous correspond. Pour ce qui va être aussi on parlait des matchings, ça, on a un petit peu plus travaillé là-dessus. Sur la base d'un référentiel, on va essayer de demander à ChatGPT comment on pourrait, quel type de contenu ou quel type de compétences serait pertinente pour tel métier, par exemple. Ou même sur l'IA, on avait fait un truc un peu méta aussi. On a demandé à l'IA quel était l'impact de l'IA. Bref. Donc au début, c'était vraiment exploratoire. Et ça a duré 1 an, en définitive, ces petites expériences-là. Sur la génération de contenu, on l'a relativement peu fait d'ailleurs au passage. Hein. Sur nos contenus de cours qu'on a créés nous-mêmes, on a fait très peu de choses générées par IA en définitive. Parce que pour avoir un vrai impact, ça nécessitait vraiment de passer beaucoup de temps dessus, je pense. Et on a préféré faire autrement. Mais là, aujourd'hui, l'IA, ça fait partie de notre roadmap de développement pour cette année chez Skilogs, donc chez les clients qui nous regardent, que je salue. Ils verront, bonjour à vous, ils verront une petite IA arriver au courant de cette année. D'accord, directement donc en usage. Oui, tout à fait, au sein de la plateforme et justement dans une mécanique un peu d'adaptive learning, on pourrait dire, donc vraiment de personnalisation du parcours, d'individualisation du parcours de l'apprenant, si j'emploie la terminologie un petit peu Calliope France Compétences, avec une IA qui va être en mesure, en fait, en fonction du profil de l'apprenant, donc là, plusieurs manières de l'affiner, avec notamment du déclaratif. Donc, par exemple, un apprenant, est-ce qu'il préfère apprendre avec des vidéos ou avec des podcasts ? Est-ce qu'au contraire, c'est un apprenant qui n'a pas peur d'aller lire un PDF un petit peu dense, etc. Donc plutôt des questions qui se posent en amont. Exactement, en amont de la formation. Suivi du parcours. C'est ça. En fait, on demande à l'apprenant, en fait, comment tu apprends ? Est-ce que tu veux juste ton diplôme, entre guillemets, tu es à l'école, mais c'est pour ton diplôme et toi, tu veux travailler ? Est-ce qu'au contraire, il y a des thématiques où tu vas aller plus loin et tu vas passer peut-être plus de temps le week-end parce que ça t'intéresse, etc. Et en fonction, cette IA va avoir pour fonction donc, de sourcer en fait, des contenus complémentaires de ce qui est pour le coup du référentiel du référentiel de la certification du diplôme. Donc je dis n'importe quoi, on va prendre un exemple de marketing, on va prendre un exemple de sales par exemple, parcours business developer ou manager commercial opérationnel, très bien, en BTS. Si jamais c'est un étudiant qui nous dit que lui il apprend beaucoup avec les vidéos par exemple, et que le sujet de la prospection, ça l'intéresse, peut-être que cette IA elle va aller lui sourcer un TED Talk d'un ex-trader, enfin là je pense au loup de Wall Street, mais qui va expliquer, vendez-moi ce stylo et comment on déploie un argumentaire de vente autour de ça, dans un contexte où on n'a pas de données sur le client. Vous voyez, si jamais c'est un étudiant qui nous a dit plutôt, moi je préfère les podcasts, il y a certainement un podcast sur Spotify de sales qui vont partager leurs expériences, etc. D'accord, donc c'est vraiment une IA qui va aller scanner bien au-delà de votre plateforme en fait. Ce ne sont pas sellement les contenus qui sont déposés sur votre plateforme, c'est de l'extra. Beaucoup plus macro. C'est de l'extra. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est là pour le coup un peu rencontrer l'apprenant aussi sur... la raison d'être de Skilogs, c'est développer l'employabilité de nos apprenants. Voilà, c'est tout ce qu'on conçoit comme offre
doit répondre à cet impératif-là. C'est pour ça que j'étais un petit peu biaisé sur la première question sur voilà, comment on mesure, quel KPI on mesure l'impact d'une formation. Le taux de complétion, c'est une chose. Se dire, bah, voilà, j'ai formé quelqu'un, maintenant il a le métier qu'il voulait quand il m'a rencontré. Bon, pour moi, c'est ça qui est le vrai sens, on va dire, de ce qu'on fait, en tout cas chez Skillogs. Donc et donc, en tout cas, nous, on le conçoit aussi comme quelqu'un doit se former en fait, tout au long de la vie pour rester en fait, au niveau, pour ne pas avoir une obsolescence des compétences qui s'appliquent à lui, en définitive. Il faut qu'il ait compris que, oui, là, il est diplômé, mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Le début de sa carrière, c'est aussi le début de comportement d'auto-formation qu'il va devoir déployer toute sa vie. Donc, on se dit par proxy, en fait, oui, il est en cours, oui, sur Skillogs, il va pouvoir respecter ses classes, avoir sa planification pédagogique scolaire, on pourrait dire même. Mais nous, voilà, on va ajouter un petit truc, pour les fans de Zelda, un petit Navi, une petite fée un petit peu, qui va lui dire, bah tiens, là, sur telle matière, tu as dit que tu étais très intéressé, regarde tel, je sais pas, dans BFM Business ou dans une autre audience comme ça, peut-être qu'il y a un patron de l'industrie dans lequel ce jeune veut travailler qui a pris la parole et qui parle, voilà, c'est un contenu intéressant. Donc on va essayer de déclencher en fait l'intérêt, la curiosité de l'apprenant, pour que finalement le fait de retourner en classe pour apprendre les cours se soit mis en perspective de déjà son métier. En fait. Déjà, voilà, on essaye de développer un peu ce côté professionnalisant. En plus, je le disais, des appétences, on va dire, d'auto-formation. Donc c'est pour ça qu'on le fait comme ça, de se dire, voilà, il y a plein, bien sûr, nous on a nos programmes, on a nos cours, et puis l'école a aussi sa pédagogie, mais il y a le reste du monde en fait, il y a tout ce qu'il peut y avoir en vulgarisation sur YouTube, je citais Spotify, il y a plein de podcasts qui sont excellents sur les différents métiers. Comme le LabQuark par exemple. Le LabQuark évidemment. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a pensé à ça. Et puis elle aura aussi pour fonction de produire des petits résumés, on va dire, des petites synthèses de cours pour que les étudiants, là pour le coup on reste un peu plus dans le scolaire, on se dit comment on utilise l'IA pour faciliter les fiches de révision pour les examens en fait. Et donc en fonction de la performance ou de l'avancée de l'apprenant sur différentes thématiques, donc nous on est très approche par les compétences, de fait on pourra y revenir, mais c'est pour vraiment coller au référentiel des titres RNCP ou RS le cas échéant. On approche comme ça, et donc l'idée c'est de se dire pour chaque module on va retrouver après une petite fiche de synthèse qui va dire voilà, tes points forts, tes points d'amélioration, là encore peut-être que sur les points d'amélioration en plus des cours auxquels tu as accès sur Skillogs dans le cadre de ton cursus, tu peux aller en tant qu'apprenant regarder ce que disent des professionnels, ou on parle ne serait-ce que d'articles de presse, de choses comme ça qui ont trait à l'industrie ou au métier que recherche l'apprenant. Et on se dit, voilà, ça va l'aider à réviser mieux, in fine, avoir un bon diplôme et donc d'être plus employable. Voilà. Mais c'est un peu, j'ai l'impression, chez Skillogs, votre philosophie de faire de la pédagogie, c'est-à-dire que même faire de la pédagogie auprès des apprenants pour les éveiller à tous les différents formats qui peuvent les aider à être davantage formés et maintenir leur employabilité. Et être dans un apprentissage permanent en fait tout au long de leur vie. Exactement. Donc là, vous avez vraiment un rôle à jouer. Et justement, tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui est fondamental, qui est l'employabilité et les statistiques, les KPI, les indicateurs clés qu'on peut avoir. Et vous êtes parvenu chez Skillogs à justement mettre au point une méthode qui vous permet d'avoir des résultats chiffrés sur... Pour le coup, il y a des EdTech qui font ça très très bien. Certaines sont chez nos clients qui leur proposent de faire ces enquêtes d'employabilité. Il faut savoir, les enquêtes d'employabilité, c'est assez difficile à mettre en place pour les écoles, parce que les alumni, ils sont plus au sein de l'école, donc parfois il faut un petit peu courir après. Certaines enquêtes d'employabilité, ça va se placer à 1 an de la diplomation, voire même plus. Donc c'est quelque chose qu'on nous a souvent dit qui était assez difficile à mettre en place. Donc on a réfléchi à comment on pouvait aider nos clients à faire ça. Donc les organismes de formation, CFA, universités. Nous, on le fait par LinkedIn, en fait. D'accord. C'est un peu un billard à 2 bandes, si je puis dire. On va en fait proposer à l'apprenant, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, on va proposer à l'apprenant de publier sur LinkedIn un badge, un open badge. Donc, vous voyez, sur LinkedIn, il y a des petites recommandations, etc. Nous, Skillogs, on peut dire, on ne va pas attester d'un bloc de compétences, certainement pas. En revanche, nous, on peut attester qu'un étudiant sur notre plateforme a été sérieux, est allé jusqu'au bout du travail sur un bloc de compétences donné. Le cas échéant, l'apprenant peut le valoriser sur son profil LinkedIn. Et donc, de fait, nous, on connaît le profil LinkedIn de cet apprenant.
puisqu'il a publié un badge Skillux dessus. Et donc là, après, nous, on peut proposer à l'école qui nous demande, qui nous appelle au secours, en fait, ou nous appelle à l'aide, ou nous demande de trouver une solution sur leur enquête d'employabilité. Nous, en fait, on va tout simplement se baser sur les profils LinkedIn des apprenants et puis regarder quels sont leurs posts ou leurs derniers posts, le cas échéant, qu'ils ont fait. Donc ça permet de mettre un petit peu le pied à l'étrier à l'école pour cela. Après, dans les faits, les enquêtes d'employabilité sont aussi des choses, c'est encadré, c'est une obligation légale, hein, même, dans beaucoup de cas, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont tendance à faire eux. Simplement, nous, voilà, on leur propose de les aider un petit peu à cibler leurs alumni qui ont utilisé la plateforme comme ça. Mais voilà, je sais que pour le coup, il y a des choses qui sont très bien, qui se font, d'autres EdTech qui vraiment là vont aller interroger les apprenants directement, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui chez Skillux. Nous, voilà, on a cette idée avec LinkedIn, mais on ne va pas tellement plus loin que ça. Voilà. Et est-ce que vous suivez d'autres KPI, d'autres indicateurs clés? Nous, c'est la satisfaction des apprenants, surtout. C'est quelque chose qu'on mesure via l'école et via nous aussi, par plusieurs biais. Déjà, des enquêtes, pour le coup, qu'on fait... habituellement, on essaie d'en faire une à la fin de la période de rentrée, qui est toujours un petit peu critique, de voir est-ce que le déploiement des parcours s'est bien passé, est-ce qu'il y a des incompréhensions, etc. Souvent, on essaye de recueillir un petit peu de témoignages directs là-dessus, à ce moment-là, je veux dire. Et puis à la fin de l'année, logiquement, après ou avant, juste avant les examens ou juste après les examens, à la fin de l'année, on se dit, bon, voilà, est-ce que vous avez été fier ou content de ce qu'on vous a proposé en termes de pédagogie digitale? Le dernier point, et c'est surtout là-dessus qu'on se base en définitive, c'est que chaque contenu qui est vu sur Skillux, c'est une fonctionnalité relativement récente, mais qui est déjà bien utilisée. L'étudiant, en fait, l'apprenant peut noter sur 5, donc vraiment 0 à 5 étoiles, comme sur Airbnb ou autre, la qualité du contenu, voire même il peut laisser un commentaire. Donc le commentaire, en fait, c'est plus à des fins de communication avec le formateur, donc il peut demander, moi, en fait, j'ai pas compris ça, etc. Le formateur peut répondre et ensuite rendre sa réponse publique au reste de la classe pour, c'est le côté un petit peu interaction formateur, classe et apprenant. Mais en fait, nous, ça nous donne aussi des indicateurs sur les contenus qui fonctionnent plus ou moins bien. Si je vois que sur 10 écoles, sur une séance, les étudiants disent non, là on ne comprend pas, je vais commencer à me poser la question de peut-être que ce contenu, par exemple, il est peut-être d'un niveau un petit peu trop élevé pour le parcours dans lequel je l'ai déployé. Donc voilà, en fait, ça nous permet de faire l'amélioration continue de nos programmes. Je vous donne un exemple très concret. On a fait le choix d'utiliser beaucoup de vidéos pédagogiques dans nos parcours. Alors déjà, on avait fait ce choix-là parce qu'auparavant, ils nous disaient c'est trop statique, il y a trop de texte, il n'y a pas assez de vidéos. Donc on a mis beaucoup de vidéos. Et puis là, les écoles, un an après, nous ont dit là, maintenant, il y a trop de vidéos, il n'y a plus assez de choses statiques. Donc, dont acte. Et donc là, maintenant, quand on fait nos parcours, les vidéos pédagogiques, c'est bien, on les fait notionnelles, ce sont des vidéos courtes, c'est 3 minutes, max, 5 minutes maximum, on va dire, sur vraiment une entrée par notion, je le disais. Mais ensuite, maintenant, on va briser le rythme un petit peu pour maintenir l'engagement de l'apprenant dans sa séance. On va ajouter des petites modalités interactives, mettre des quiz intermédiaires, varier en fait les modalités pédagogiques pour pas que ce soit toujours le même format en fait. Même s'il y a plein de notions qui sont différentes, si c'est toujours présenté de la même chose, il y a une usure. Bien sûr. Voilà, ça on l'avait intuité, là on l'a mesuré, maintenant on le sait, et donc on a adapté. Et, bien qu'on utilise toujours les vidéos, parce qu'encore une fois c'est quand même un bon contenu, on le varie en fait. On essaye de diversifier un petit peu ce qu'on propose. D'accord, très bien. Et tu parlais aussi du micro-learning dans la séquence vrai-faux, et tu avais l'air très enthousiaste, en tout cas, je ne sais pas enthousiaste, mais d'avoir l'intuition que ça allait être quelque chose qui allait vraiment se démocratiser et être incontournable d'ici 5 ans, voire même qu'il est peut-être déjà. Oui, ça l'est déjà. Pour pas mal de profils apprenants, à vrai dire, ce n'est pas une nouveauté finalement. Mais là, il y a des verrous technologiques qui ont sauté, qui nous permettent de vraiment considérer d'en faire quelque chose d'essentiel. Et je souris parce que j'ai une équipe pédagogique chez Skillux qui, elle, est très très motivée et qui aime beaucoup le micro-learning. Donc j'en entends souvent parler et toujours en bien, et je suis d'accord avec eux. Quels sont justement les points que cette équipe met en avant pour... Il y a plusieurs choses. Déjà, micro-learning, ça correspond aux usages, on va dire, de... Alors, je n'ai pas envie de parler de l'attention, etc. nécessairement. On ne va pas rentrer dans les neurosciences et autres, parce que déjà, je ne suis pas un professionnel de la neuroscience, etc. Mais en fait, le micro-learning, ça correspond à
c'est quand même très pratique. Ça permet de se former, typiquement quand on pense en mobilité, je suis dans le métro, je suis dans le bus. Si c'est un micro-learning, en fait, je peux me dire, là j'ai 5 minutes devant moi, je peux consommer ça. Si c'est déjà un contenu qui fait une demi-heure, il y a beaucoup moins d'occasions en fait où on peut se dire bon bah là tiens, puis même soyons très concrets, au lieu d'aller sur TikTok ou YouTube ou lire un article de presse même, pourquoi pas, et là je parlais de verrou technologique aussi, j'ai peut-être mon application mobile sur laquelle j'ai accès à mon LMS pour le coup ou mon LCMS le cas échéant, en fait je le sors et puis je vais me faire ma petite session de 5 minutes de micro-learning, puis j'aurai appris quelque chose. Si c'est bien pensé, en tout cas le micro-learning il est pensé aussi pour se tenir bien et d'avoir un impact aussi, ça faut que ce soit bien conçu bien sûr, hein, mais si vous prenez une application qu'à mon avis beaucoup de monde connaît, qui est Duolingo pour l'apprentissage des langues, qui est maintenant vraiment très connu, qui a un très beau succès, c'est du micro-learning en définitive. Donc voilà. Après, micro-learning, ça ne veut pas forcément dire téléphone. Ça peut être aussi, je suis professionnel en poste, je veux dire un bureau. Sur la pause du déjeuner, peut-être que je vais écourter un petit peu ma pause de déjeuner parce que je sais que je peux consommer 1 ou 2 modules de micro-learning en formation continue, telle qu'une entreprise, par exemple, me l'a proposé en me donnant accès à des formations internes. Ce que je veux dire par là, c'est que le micro-learning, ça permet de s'adapter en fait à un contexte apprenant où le temps coûte cher, on va dire. Et donc se dire, voilà, je vais passer 4 heures, je vais passer une demi-journée ou une journée en formation, c'est une journée qui est bloquée pour ne pas faire quelque chose d'autre. Oui. Souvent, c'est pas mal aussi, d'avoir des programmes qui marquent des temps un Bien peu sûr. événementiels ou préventiels. Mon propos, c'est pas dire que le micro-learning va remplacer toutes les modalités de pédagogie, au contraire. Mais le développement du micro-learning en tant que modalité pédagogique, ça, je pense qu'on va le voir dans beaucoup de cas. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment l'intégration finalement de la formation dans la vie privée des gens d'une certaine manière, dans leur vie quotidienne. Et du coup, je pense que oui, ça désacralise un petit peu la chose et puis ça permet aussi d'avoir un aspect ludique et d'avoir cette flexibilité d'absorber l'information. Évidemment, il faut que ce soit bien pensé, comme tu l'as dit, il faut que ce soit bien conçu, qu'il y ait de l'ingénierie pédagogique aussi derrière, qu'il y ait visuellement des choses qui soient attractives. Et ça se différencie des longues formations où là, la personne va être vraiment en mise en réceptivité particulière parce qu'elle sait qu'elle va avoir un effort cognitif aussi à fournir sur une plus longue durée, alors que le micro-learning s'adapte davantage aussi aux usages aujourd'hui de la vidéo d'une manière générale. Exactement. Voilà, avec ce qu'on voit, les TikTok et tous les micro-formats finalement, et cette espèce de côté que moi j'appelle un peu MTV, que j'ai connu à l'époque où les clips étaient comme ça, très séquencés, avec de très courtes, des très courtes séquences qui captent l'attention. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ce qui se passe au niveau justement des neurosciences. Donc on va peut-être pas partir là-dessus aujourd'hui, mais il y a vraiment un vrai sujet. Et si on pense notamment à tout l'aspect consolidation des apprentissages, de dire vraiment, en fait, c'est quelque chose qui va me permettre de retenir ce que j'ai appris. Le micro-learning, c'est parfait. C'est des petites piqûres de rappel, par exemple. Quand on parle de techno aussi associé, le micro-learning, s'il est par ailleurs intégré dans un parcours qui trace comment l'apprenant, le temps qui a passé, le résultat des quiz, des évaluations formatives, etc., peut-être que l'étape d'après, c'est de le valoriser par un badge. Là, tout à coup, on peut plus... Enfin, je veux dire, ça permet de valoriser vraiment des comportements d'apprenants et de dire, on atteste que cette compétence, effectivement, elle est, si ce n'est maîtrisée, au moins, elle a été appréhendée par tel ou tel apprenant. Et là, pour la raison pour laquelle j'y crois vraiment beaucoup, c'est que par ailleurs, je pense que là, dans le côté vraiment valorisation des diplômes, des compétences, on arrive dans un nouveau paradigme. Là, les carrières ont changé, on va se reformer 20 fois dans notre vie, on va changer de métier, il y a des métiers qui n'existent pas encore, des métiers qui existent aujourd'hui qui vont beaucoup changer dans les années à venir, il va falloir se reformer, etc. Donc on est sur des moments où on a compris qu'il va falloir qu'on se reforme encore une fois tout au long de notre vie. Probablement aussi qu'on atteste qu'on s'est reformé à ces occasions-là. Bien sûr. Donc le micro-learning et le côté un peu, ça fait partie du quotidien d'un humain en fait, de se former tout au long de sa vie, y compris dans des choses qui peuvent aller jusqu'à la certification. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Définir demain des métiers, des postes, des fonctions en termes de compétences nécessaires, et non plus en tant forcément de diplôme ou de profil adapté, là, ça ouvre beaucoup de choses.
il y a des industries qui sont en peine pour recruter. Peut-être qu'elles auraient un petit peu moins de mal à recruter si on était un petit peu meilleur dans l'attestation des compétences un peu spécifiques des gens, au-delà de leur diplôme simple. Donc moi, c'est plutôt là-dedans aussi que je vois le micro-learning prendre une place un petit peu plus grande parce que c'est une très bonne modalité pour s'adapter à des professionnels qui n'ont pas forcément de temps, etc. Donc finalement, le public cible des gens qui ont besoin de se reformer beaucoup, le micro-learning apparaît quand même à date une des solutions les plus évidentes pour faciliter ça. J'en profite pour rebondir sur la démo qui t'a été faite juste avant de BlendGen, qui est donc notre nouvel outil maison qui s'adosse à l'intelligence artificielle pour générer des capsules de micro-learning. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as vu? Oui, c'est très bien pensé. C'est très bien pensé, notamment parce que c'est adapté aux équipes en fait, qui vraiment vont l'utiliser en définitive. Enfin, nous, on connaît l'ingénierie pédagogique, c'est beaucoup de parties prenantes, il y a les experts métiers, va y avoir les designers ou les graphistes qui vont créer ne serait-ce que les motion design, par exemple, si on parle de contenu vidéo. Il y a plein de parties prenantes. La tech aussi, idéalement. Là, c'est un outil qui permet d'intégrer en fait, toutes ces parties prenantes-là dans un projet donné. Donc, ce n'est pas un outil auteur de génération de vidéos ou de variation de la langue ou de multilinguisation, je ne sais pas, d'un contenu donné. C'est un outil qui permet d'avoir une infrastructure de production de projets digital learning. Tout à fait. C'est un peu jargonneux, mais la valeur, elle est forte et la techno, elle est belle. Hein. Là, pour le coup, on est dans l'utilisation de l'IA qui va vraiment accélérer, on va dire, des processus de création d'ingénierie pédagogique. Et là, ce n'est pas du remplacement. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'intelligence qui est nécessaire, collective, ne serait-ce dans la création d'un beau module, on va dire, de pédagogie digitale. Une fois que ce beau module, il est fait, se dire, maintenant, on va le traduire dans 50 langues. Bon, je pense qu'à la 35e langue, la personne qui fait ça, le projet devient peut-être un petit peu réverbatif. Là, en fait, ça permet d'alléger toute une partie de cette charge qui n'est pas la charge où il y a la plus grande valeur ajoutée pour un ingénieur pédagogique. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose qui va, comme souvent avec l'IA, ça ne va pas nous remplacer, c'est quelque chose qui va aider à aller plus vite en retirant des tâches rébarbatives pour qu'on se concentre, l'humain se concentre là où il a la plus grande valeur ajoutée, dans la conception, la création, le déploiement. Bien sûr, ça c'est le principe de l'automatisation, c'est vraiment de se dire on élimine tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée ni pour le client ni pour finalement les ressources humaines et on conserve l'énergie et vraiment la valeur ajoutée par l'humain. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase de Jean Rocouillet qui était sur ce même canapé il y a quelques semaines et que nous avons pu interroger, qui disait que l'IA n'allait pas remplacer l'humain mais que c'est la personne qui embarquerait l'IA dans sa valise qui remplacerait celle qui ne l'a pas embarquée. Entièrement d'accord. Oui. Entièrement d'accord. Ce qui est... déjà, il y a à côté, cette phrase est vraie. Et puis le deuxième point, c'est ce que ça veut dire surtout, c'est qu'il y a une urgence pour les gens de se dire, non mais on n'a pas l'option de se dire, tiens, l'IA ne va pas disparaître, à moins d'être ludite. L'IA, elle est là. Donc maintenant, la question, c'est comment on l'appréhende et comment on s'en saisit pour l'utiliser comme un outil qui va nous être utile en tant que professionnel. Donc les gens qui font ça, déjà, ils se sont posé la question de leur métier. Il y a une réflexivité sur les tâches qu'ils font, sur comment ils peuvent s'améliorer. Et là, tout à coup, ils se disent, tiens, en plus, j'ai une IA qui va me permettre d'améliorer tous ces processus-là. Parce que l'humain, il a identifié les tâches qui sont rébarbatives où il a peu de valeur ajoutée lui-même, s'il est en réflexion sur son propre travail. Donc du coup, un humain qui va utiliser ces outils, les IA, pour alléger encore une fois la charge faible valeur ajoutée qu'il a dans son quotidien pour se concentrer là où il a le plus d'impact, forcément, mise en compétition, parce qu'on reste quand même en système un peu de compétition, avec quelqu'un qui ne le fait pas. Oui, je sais où je mets mon argent pour le pari, forcément. Donc je souscris complètement à cette phrase sur le volet, on doit domestiquer finalement ces IA. Et voilà. Et puis d'accord par ailleurs que ça ne va pas nous remplacer parce que non. Je pense que c'est un débat qui était là quand on a vu l'IA arriver. Aujourd'hui, là on commence à atterrir un petit peu quand même. On voit aussi les limites de ces outils pour l'instant. On voit que ça permet de faire énormément de choses, mais que ça ne permet pas de tout faire. J'ai des exemples dans la pédagogie. Je vais citer une initiative que j'avais trouvée vraiment formidable.
En plus, c'était il y a plus d'1 an. Donc là, pour le coup, c'était encore assez frais, ces IA. C'était un salon qui s'appelle Educatech, où il y avait une conférence animée par 2 personnes de l'école du Louvre, qui nous parlaient justement dans l'histoire de l'art, de comment elles avaient intégré en fait les IA dans leur pédagogie. Donc là, pareil, on peut se dire, bah tiens, j'ai un devoir d'histoire de l'art. Enfin après, voilà, je vais paraphraser, hein, mais je suis un étudiant en histoire de l'art. On me demande d'analyser les grands maîtres hollandais. Bon, ben voilà, ChatGPT, analyse-moi les grands maîtres hollandais, j'ai fait mon devoir, terminé, bonsoir. Donc en fait, face à ça, ils se sont dit, bon, va falloir qu'on change notre manière d'évaluer l'acquisition des compétences par les apprenants, parce que là, on n'a aucun contrôle là-dessus. Bien sûr. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré les ingénieries de prompt, le prompt engineering, donc c'est ce qui consiste en savoir que demander à l'IA finalement pour qu'elle nous donne le résultat qu'on souhaite qu'elle nous donne. Ils ont demandé aux étudiants, bon ben voilà, demandez à ChatGPT ou autre de vous générer des images qui correspondent à tel ou tel tableau de grand maître. Et immanquablement, l'image est imparfaite. Parce que si je reprends mon exemple, l'étudiant, il a oublié d'inclure la notion de clair-obscur, par exemple. Qui est une des notions qu'en fait, qui va définir tel ou tel courant artistique, sur les impressionnistes ou autres, voilà, ça va être autre chose, etc. Mais en fait, si on analyse ça un petit peu avec nos lunettes d'ingénierie pédagogique ou de pédagogie tout court d'ailleurs, en les faisant utiliser cet outil-là par proxy, ils leur ont fait apprendre quelles étaient les caractéristiques des mouvements en question. Donc en fait, fondamentalement, dans l'objectif pédagogique, c'est atteint. En les faisant utiliser ces outils-là, ils ont aussi constaté les limites de l'outil, même en itérant avec le prompt. Et on n'y est toujours pas et il se dit finalement j'aurais pu faire mieux moi-même avec les connaissances que j'ai. Donc il a compris que l'IA ne va pas le remplacer pour le coup. Réassurance. Réassurance. Et puis d'un point de vue du corps pédagogique, du coup ils se sont mis à la page de l'IA et l'histoire du plagiat, elle est secondaire en fait. Elle est prétexte presque. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait c'est quelque chose qui bouleverse, encore une fois, il n'y a pas que la pédagogie qui est concernée, tout le monde s'interroge sur l'IA, etc. Mais dans le cas de la pédagogie, en fait, ça ouvre plein d'opportunités. On va pouvoir faire des choses qui sont peut-être plus fines, dans la personnalisation pour l'apprenant, par exemple. Donc, bien sûr, il y a toujours une réaction un petit peu de rejet face à des nouvelles technologies là, très disruptives en plus, comme l'IA. Mais finalement, voilà, il y a d'ores et déjà, il y a des choses en pédagogie qui se font au niveau un petit peu micro, des adaptations de syllabus, de modalités pédagogiques qui les intègrent et ça se passe très très bien. Et en plus, les étudiants apprécient ça. Donc voilà, donc typiquement cet exemple-là, pour moi, ça va plus être ça, les impacts de l'IA. Concrètement en fait. Alors on parlait tout à l'heure des KPI et quels sont selon toi les KPI qui vraiment d'un point de vue opérationnel sont nécessaires et qui peuvent être suivis directement depuis le LMS et qui vont permettre vraiment d'avoir les formations les plus adaptées au public. Alors il y a plusieurs acteurs clés dans ces dispositifs-là. Donc dispositifs-là, digital learning, programmes qui comprennent des modalités pédagogiques digitales. Et ils ne vont pas tous regarder les mêmes KPI et voilà, donc il y en a plusieurs déjà. Il y a des batteries de KPI qui n'intéressent pas nécessairement tout le monde, mais à mon humble avis, il faut à peu près tous les suivre. On parlait du taux de complétion tout à l'heure, ça reste quand même un petit peu la base de la base. Est-ce que les étudiants, est-ce qu'ils ont séché les cours ou pas finalement, donc c'est quand même essentiel. C'est un taux de satisfaction d'une certaine manière. Taux de satisfaction que je séparerais même concrètement, parce qu'on peut se dire, on peut aller péniblement au bout du programme. Donc, taux de complétion, il est bon, mais en revanche, si on ne trace pas le taux de satisfaction, on ne va pas identifier ceux qui ont dit je l'ai fait parce que j'étais obligé, mais vraiment, c'était pénible. Et là, c'est trou dans la raquette pour l'amélioration continue, côté expérience apprenant, interactivité. Les formateurs, ils vont pouvoir suivre évidemment le côté plus concrètement acquisition de compétences. Avec le digital, c'est suivi, c'est tracé. Si jamais on ne se souvient plus que tel étudiant, est-ce qu'il était bon sur tel sujet en début d'année ou pas, en 2 clics, je réouvre la séance en question et puis je vois ce qu'il avait répondu typiquement au quiz là-dessus. Donc il y a des KPI en fait pédagogiques que le formateur peut exploiter, notamment dans les logiques de classe inversée. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup et c'est ce qu'on a tendance à recommander. Donc, on sait qu'il y a une session présentielle sur un sujet donné. On va donner à l'étudiant accès à la ressource et on va lui demander de travailler sur les notions avant la session présentielle. Donc, ça va produire des statistiques, ça va produire des informations sur les réponses de l'apprenant. Le formateur, il peut regarder du coup
comment sa classe est au niveau ou non sur tel ou tel sujet, et puis adapter son animation présentielle derrière. Donc, d'ailleurs, on insiste là-dessus, ça prouve bien que le digital, il n'est pas là pour remplacer le prof, il est là pour l'aider finalement, pour lui donner des outils en plus. Et c'est dans le présentiel que ça se passe, hein, ou du moins dans le synchrone avec le formateur que l'acquisition de compétences va vraiment être effective. Du moins, ça, c'est ce qu'on pense. Après, il y a aussi des KPI qui sont plus business, on va dire. Hein. Concrètement, c'est est-ce que j'ai un retour sur investissement quelque part, si je me place en tant que directeur d'école, par exemple, ou de groupe, dans le cas d'une entreprise, est-ce que j'ai des retours là-dessus? Donc, dans le cas des entreprises, c'est peut-être encore plus simple. Par exemple, sur de la formation, c'est est-ce que mon turnover baisse? Donc, finalement, est-ce que je me rends compte est-ce que ça a développé ma marque employeur aussi? Est-ce que j'ai des candidats de plus en plus dans mes entretiens qui disent moi, je viens chez vous parce que je sais que j'y ai cette académie métier, ou qu'il y a toute cette connaissance en interne que je vais pouvoir apprendre, qu'on va pouvoir me transmettre. Donc, on peut avoir des KPI un petit peu plus fins comme ça, des KPI aussi. Est-ce que quand j'ai besoin de recruter sur des sujets assez stratégiques dans mon entreprise, est-ce que je suis capable de faire des recrutements en interne parce que j'ai bien formé les gens sur ces sujets? Ou est-ce que je suis obligé d'aller chercher des candidats à l'extérieur parce que finalement, en interne, j'ai plus la connaissance ou la compétence? Donc, vous voyez, on peut aller quand même assez loin dans les KPI qui sont liés au programme de formation et toute formation d'ailleurs, et notamment formation digitale. Et puis après, voilà, la maîtrise des coûts éventuellement. Si jamais on est dans un dispositif où il y a de la création de contenu aussi, ou dans mon cas le client, donc l'école, mais ça pourrait être aussi une entreprise qui a son académie métier, qui tourne un petit peu, qui a un petit peu internalisé la compétence d'ingénierie pédagogique, eh bien, est-ce que mes experts métiers font l'effort ou prennent le temps, ou est-ce que je leur permets de prendre le temps, plus exactement souvent, de créer leurs propres modules? Donc un KPI aussi de voir si la transformation finalement est opérée, est-ce que c'est quelque chose qui tourne? Combien d'heures de formation sont produites ou reproduites dans le cas d'une amélioration de programmes existants chaque année? Donc en fait, voilà, on peut aller en fait les KPI et puis on voit ce qu'on mesure en définitive. Donc effectivement, si on mesure uniquement le taux de complétion, on peut avoir de très bonnes complétions, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, avec des gens très insatisfaits en définitive. Donc voilà, la réflexion des KPI à suivre, souvent c'est par là, nous d'ailleurs, qu'on commence. Sur nos projets, on demande toujours à nos clients, ok, notre projet est un succès, si. Et ça nous permet aussi de voir un petit peu comment eux placent aussi la place du digital là-dessus. Bien sûr. Donc voilà, en substance, ce que je pourrais répondre sur cette question des KPI, j'en ai donné quelques-uns, mais pour moi la bonne réponse c'est qu'il faut des KPI qualitatifs, pas uniquement quantitatifs, voilà. Notamment sur le côté pédagogie, formateur avec sa classe, c'est assez essentiel. Bien sûr, ça permet d'être dans un cercle vertueux et toujours en amélioration continue, comme tu le disais précédemment. Et quelles sont donc les perspectives d'évolution, là vraiment, 2025 chez Skilllogs? Alors, je le disais, il y a cette IA, on va dire, curation de contenu, accompagnement apprenant. Vous l'avez, ce petit module? Non, pas encore. C'est un petit module, mais vous ne l'avez pas encore baptisé. Pas encore baptisé, je ne suis pas très bon pour les noms, malheureusement. On pourra t'aider, Stanislas. Genre, aucun doute. Mais pourquoi pas la faire nommer par les apprenants, par exemple. Oui, j'avais considéré ça. Donc ça va être un premier gros point. Il va y avoir un deuxième qui est un petit peu en tandem, qui va être sur un peu la qualification du profil apprenant. Voilà, donc c'est-à-dire demander à l'apprenant ses appétences en termes même de modalités de formation, etc. Notamment pour aider notre IA à lui apporter des contenus qui l'intéressent. Et on considère aussi là de proposer en début de formation notamment le test MBTI, qui est une méthodologie de test de personnalité qui a tendance à aider un petit peu les gens à connaître on va dire leur archétype. Je vous laisserai regarder, je suis pas expert MBTI. Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Je trouvais que les résultats étaient parlants et alors moi dans mon cas, tout à fait. C'est en termes de personnalité professionnelle, de comportement professionnel, c'est quand même assez intéressant. Puis c'est une méthodologie qui est reconnue. Donc toujours un peu dans la logique de piquer la curiosité de l'apprenant, de dire essaie de réfléchir un peu, quelles sont tes forces et tes points faibles, sachant que c'est pas grave d'avoir des points faibles, au contraire, etc. Et justement, ce sont des méthodologies qui permettent de peut-être mieux se cerner et donc de mettre encore une fois le pied à l'étrier de l'apprenant pour sa carrière de demain. Donc ça, ce sont deux gros points qu'on va développer cette année. Et puis après, on va continuer les chantiers qu'on a déjà engagés. Donc l'année dernière, notamment avec l'application mobile qu'on a
qu'on a lancé. On a des badges maintenant dans la plateforme, tout un système, un petit peu de gamification qui commence à arriver. Donc là, on a tout un chantier aussi d'étendre ça, donc plus d'achievements, donc de succès, plus de petites récompenses à donner à l'apprenant. Voilà, donc c'est sur ces orientations-là qu'on se place aujourd'hui chez Skillogs. On voit que la demande maintenant aujourd'hui, on a un outil qui est mature sur le côté, non pas réglementaire, mais sur le côté besoin de... on parlait des exports, des KPI, etc. On sait faire, on maîtrise. Maintenant, c'est bon. Là où on peut être meilleur, c'est sur l'engagement des apprenants. Et donc, c'est pour ça que là, vraiment, ça va être notre focus cette année, vraiment notre point de fixation. D'accord, donc vraiment du prédictif, de la gamification et tout ça pour converger vers le même résultat, c'est-à-dire vraiment des supports de formation adaptés, de la satisfaction, de l'employabilité. Donc c'est le gros défi Skillogs 2025. Exactement. Et j'imagine que ça s'inscrit dans les enjeux plus généraux de la formation. Est-ce que tu vois d'autres enjeux sur lesquels peut-être que vous aurez aussi à vous positionner l'année prochaine ? Moi, si je peux faire une lettre au Père Noël, ce serait qu'on ait une nomenclature des compétences consolidées uniques au niveau de l'État. Oui, c'est un vœu pieux, mais je le partage. Je ne sais pas, je vois que je salue le travail de France Travail justement là-dessus, avec toute la nomenclature ROM, ou les fiches métiers, le métier scope, c'est un super, je trouve que c'est vraiment génial. D'accord. Pour moi, c'est vraiment exactement ça qui va dans le bon sens. Et moi, demain, j'aimerais bien construire quelque chose qui me permet de dire, en tant qu'outil, là, moi, pour le coup, fournisseur, de dire à l'étudiant, voilà, ça fait 3 ans, par exemple, il a fait un bachelor qui était complètement sur Skillogs, et puis dans une école, évidemment. Je sais que telle compétence, il est largement au-dessus de la moyenne. Donc bref, je permets d'affiner son profil et de lui faire une recommandation d'un métier. Et puis derrière, peut-être des entreprises qui cherchent à recruter sur ce métier. Là moi, ma raison d'être, c'est l'employabilité des apprenants. Enfin, moi, j'adorerais ça. Mais malheureusement, il manque un maillon sur lequel je n'ai pas trop de contrôle. Alors, on le fait quand même. C'est pas une réflexion c'est une réflexion qui est constante. Mais moi, je pense que l'évolution... On a fait le système de convergence LMD quand même au niveau européen à un moment. Avant qu'on ait licence, master, doctorat, chacun avait un peu son truc. L'étape d'après, c'est par bloc de compétences. Mais dans ce cas-là, il faut une infrastructure aussi, même technologique et intellectuelle au niveau de l'État, voire même de l'Europe. Ça, ce serait vraiment le Saint Graal. Et après, les EdTech, moi, je pense qu'on est beaucoup d'EdTech qui aimeraient bien que ça, ce soit bon pour ensuite... aider. Nous, on est entre les besoins des entreprises et les aspirations des apprenants, en définitive. Voilà. Donc, pour faire le lien, alors là, c'est peut-être le biais un peu tech qui parle, mais c'est bien quand il y a des données un petit peu ISO, quoi. Donc voilà, pour moi, l'évolution, c'est ça. Parce que ça répond à l'évolution des carrières, au changement, à l'obsolescence des compétences qui s'accélèrent. Une entrée par les compétences, ce serait quand même le généralisé, je veux dire. Voilà. Ce serait quand même l'idéal. Et nous, on s'inscrirait là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'on peut donc dire que ce serait pour toi vraiment l'innovation qui te fait le plus rêver pour l'avenir de la formation ? Je ne sais pas, l'innovation pour l'innovation, je ne sais pas. Ce serait, pour moi, c'est vraiment une question de... c'est une question d'employabilité. Vraiment, je reviens, c'est pas un terme creux, quoi. Oui. C'est l'employabilité. Qu'on raisonne employabilité, ça veut dire d'une part qu'on connaît nos besoins en compétences et en métiers. On a les branches, on a les OPCO qui font ça. France Compétences, c'est l'esprit aussi de dire, on a des besoins de compétences, on va cibler les métiers qui sont en tension, les métiers émergents, et on va former des gens pour faire ça. C'est la bonne démarche. Mais à titre personnel, je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dedans et vraiment être par le bloc. Donc, est-ce que c'est de l'innovation ? Certainement, oui, mais l'innovation, c'était un de mes professeurs qui disait ça à Dauphine. Une innovation, c'est une invention qui a rencontré un marché. On peut la traduire aussi en disant une innovation, c'est quand une invention a répondu vraiment à un besoin. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui sur la valorisation des compétences, sur le lien entre les aspirations, encore une fois, des gens, et puis je parle des jeunes, mais c'est des professionnels aussi, ou en reformation, ou des adultes. Et le fait de trouver un métier où ils exploitent de manière utile et avec sens leurs compétences. Voilà. Et je pense qu'il manque encore une petite brique ou deux au niveau État, au niveau nomenclature, des choses... Donc de l'innovation, oui, mais...
pour ça. Voilà. Si tu devais définir en une phrase la formation idéale? La formation idéale en une phrase, c'est celle qui a, à part taquinerie, j'ai envie de dire, c'est celle qui a déclenché chez l'apprenant la prise de conscience, enfin qui a déclenché la prise de conscience du besoin de se former tout au long de la vie. Voilà. Ça, c'est un clin d'œil. Mais, et c'est vrai, la formation idéale, c'est celle qui a permis à l'apprenant de trouver le métier dans lequel il s'épanouit. Voilà. Moi, je reste là-dessus. On peut apprendre, on peut être curieux. Si on est en formation, c'est pour apprendre quelque chose, voilà, qui est une compétence qu'on va mettre en application. C'est quelque chose qui va nous permettre de projeter quelque chose après dans le monde, finalement, hein, en exploitant ce qu'on a appris. Donc, pour moi, la formation idéale en une phrase, c'est celle-là. C'est celle qui donne du pouvoir, c'est empowerment, quoi, hein, qui encapacite des gens, voilà, à faire quelque chose qu'ils veulent faire dans leur vie, quoi. C'est dans un emploi, dans un travail, dans une association, dans leur famille, dans la créativité, dans l'art, peu importe. Mais la formation idéale, elle a répondu à ses objectifs pédagogiques, elle a répondu à la promesse qu'elle a faite à l'apprenant, ses objectifs pédagogiques, et elle lui a permis ensuite de trouver finalement chaussure à son pied dans quelques contextes que ce soit. Oui, et on entend bien qu'effectivement, chez Skillogs, vous travaillez d'arrache-pied pour parvenir à ce résultat-là. Humblement, mais on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Oui, mais côté de toutes les EdTech, de tous les formateurs, les enseignants, les écoles. Voilà, on est une petite brique dans l'écosystème, mais on essaye d'accélérer ce phénomène. Ouais. Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stanislas d'avoir été avec nous pour ce 3e épisode du Lab Quark, que vous pouvez retrouver sur YouTube et Spotify. À très bientôt. Merci beaucoup.